Bonjour, alors aujourd'hui j'initie un mailbag d'un type un peu nouveau, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre par email, je vais faire une vidéo YouTube. Donc c'est la première que je fais, donc s'il y a des petites choses qui vont pas, il va falloir me supporter. Alors on va commencer par une question sur Google Traduction. C'est une question que j'ai reçue d'un certain Chris, alors voilà son email. Voilà, en fait j'aimerais apprendre l'anglais par moi-même, j'ai un niveau scolaire, celui en sortant du collège, un niveau je dirais moyen, et jamais progressé. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas du tout à dépasser ce stade. Je parle déjà à des correspondants en anglais, mais quand je ne trouve pas un mot, j'utilise Google Translate, mais je ne retiens jamais. Et puis les films et les livres, c'est pareil, j'ai l'impression de ne pas progresser. De l'aide, Chris. Alors, j'ai choisi de répondre à ce message-ci parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut dire à ce niveau-là. Déjà, il y a le fait que Google Traduction, c'est un outil qui est présent partout et donc c'est facilement tentant de l'utiliser. Personnellement, je continue à m'en servir pour certaines langues, mais, il y a un grand mais, c'est que c'est un outil qui n'est pas du tout fiable. Les traductions que vous obtenez de Google Traduction, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Parfois elles sont correctes, mais vu que très souvent elles ne le seront pas, vous ne pouvez pas faire confiance aux traductions que vous allez trouver. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir en somme de Google Traduction pour comprendre un texte grosso modo, parce que une bonne partie du temps les traductions sont décentes, de qualité correcte, mais vous ne pouvez pas vous en servir pour apprendre. Parce que si vous mettez des mots en français dedans ou des phrases en français, et que vous regardez la traduction en anglais, et que vous essayez d'apprendre ça, il y a de bonnes chances que vous soyez en train d'apprendre quelque chose qui n'est pas du tout correct. Donc Google Traduction, seulement pour comprendre un petit peu. À la place, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Parce que la question reste vraie, et quand on ne sait pas dire quelque chose en anglais, où est-ce qu'on trouve la réponse? Alors je vais vous montrer deux sites web que j'aime beaucoup. D'abord, il y a Lingui. Lingui, dictionnaire et moteur de recherche de traduction. Alors, on peut s'en servir aussi bien en français qu'en anglais. Alors, mettons qu'en anglais, on va faire du français vers l'anglais plutôt. Cette vidéo-là, c'est plutôt pour les personnes qui cherchent leurs mots. Donc, souvent, quand on cherche ce mot, euh, peut-être qu'il y a des mots qui nous viennent en anglais, on n'est pas sûr, on peut les vérifier. Mais souvent, on partira du français. Alors, mettons par exemple le mot retrouver. Alors, on a des suggestions qui apparaissent. Comment est-ce qu'on dit retrouver? Alors, une fois qu'on a tapé le mot, on se retrouve avec des phrases en français, ce qui permet de trouver l'idée qu'on cherche. Par exemple, ici, se retrouver impliqué dans quelque chose. Se retrouver impliqué. Alors là, on peut regarder à droite. On a en vis-à-vis une traduction en anglais. Se retrouver impliqué, to easily be involved. Et l'avantage, c'est que, vu qu'on a des phrases entières et pas juste des petits mots seuls isolés, on peut retrouver l'esprit du mot. Un mot tout seul, ça n'a aucun sens. Un mot, ça a du sens qu'au sein d'une phrase. Tout simplement parce qu'un mot peut avoir tellement de sens différents que pour identifier le sens qu'on veut utiliser, il faut des exemples. Et c'est pour ça que ces sites sont vraiment utiles, parce qu'ils nous donnent plein d'exemples. On peut aussi taper des guillemets, je sais pas, par exemple, si je mets se retrouver, avec des guillemets autour de l'expression dans le champ de recherche, on aura que se retrouver dans les résultats de gauche, et on pourra trouver comment le dire à droite. Par exemple, se retrouver dans les composants de l'un ou l'autre des costumes, may be found, en passif. Se retrouver dans les produits, may be found. Voilà, c'est. Je vous montre le deuxième site. Donc ça, c'est Lingui. Je vous montre le deuxième site dans le même genre, c'est Opus. Voilà, je mettrai les adresses sur la vidéo et dans les commentaires de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Alors par exemple, voilà, se retrouver, je l'ai tapé tout à l'heure, elle voulait retrouver sa petite fille. Comment on dit ça en anglais? She wanted her little girl back. C'est pas exactement précisément la même formule, mais l'essentiel pour s'exprimer dans l'anglais, c'est pas de calquer sur le français, c'est d'utiliser des expressions naturelles qui ont du sens. She just wanted her little girl back, ça a du sens. Elle voulait retrouver sa fille. Pas la retrouver concrètement, mais elle voulait être réunie avec elle. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à retrouver un objet volé. Alors, retrouver un objet volé involves the recovery of a stolen item. Bon, là, c'est pas un verbe, c'est un nom. Et l'idée de retrouver, recovery. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va retrouver ta sœur, let's go find your sister, au fait de se réunir avec quelqu'un, on va retrouver Atticus, time to meet Atticus, et ainsi de suite. Ce sont vraiment deux sites géniaux. Et évidemment, pour trouver ces mots, il y a aussi toujours l'option du dictionnaire. Mais le problème des dictionnaires, c'est que souvent, il n'y a pas suffisamment d'exemples. Alors, on retourne à l'email de Chris, il nous disait, donc, Google Traduction, j'arrive pas à retenir avec. Tant mieux, parce que c'est pas une bonne idée de se servir de Google Traduction. Donc, on a Lingui et Opus, que je vous ai montré. Et ensuite, je voulais rebondir sur l'idée de, globalement, passer au niveau suivant en anglais. Chris nous disait, j'aimerais progresser, j'ai un niveau scolaire, en gros, comment passer au niveau suivant. Et ensuite, je parlais d'autre chose, c'est comment trouver ces mots dans la langue de manière naturelle, sans avoir besoin d'outils. Alors, pour passer au niveau suivant en anglais, il y a une théorie là-dessus, c'est la théorie du Comprehensive Input de Krashen, et ça veut dire qu'en gros, pour apprendre une langue, on a besoin d'être exposé à du langage que l'on comprend en majorité. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous voulez progresser en anglais, vous avez besoin régulièrement de faire de l'anglais, de lire de l'anglais ou d'écouter de l'anglais que vous comprenez à 90%, on va dire. Et le fait de comprendre comme ça de l'anglais dans son ensemble, mais pas totalement, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une petite partie que vous ne comprenez pas, c'est que mettons que vous compreniez 90%, donc cette partie-là, ça va vous exercer ça va vous éviter de perdre ce que vous connaissez déjà. Et ensuite, sur les 10% restants, peut-être que vous allez commencer à comprendre 5% restants. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre, mais c'est l'idée de toujours travailler à un niveau accessible, mais qui soit en même temps un petit défi. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette théorie-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que en gros, il y a deux choses différentes. Il y a le fait d'apprendre, et il y a le fait d'acquérir la langue. Apprendre la langue, c'est un terme un peu flou, souvent ça veut dire l'étudier, ça veut souvent dire faire des choses assez scolaires, et souvent ça ne fonctionne pas. En revanche, acquérir la langue, c'est ce que je viens de décrire, c'est le fait de pratiquer son anglais sur quelque chose que l'on connaît en bonne partie, mais où on va se renforcer, on va découvrir des petites choses nouvelles. C'est ça qui permet de passer au niveau supérieur. Ça revient aussi au fait de trouver des contenus qui sont adaptés à votre niveau, et honnêtement, souvent, c'est le plus dur dans une langue vivante. Parce que si vous êtes débutant assez rapidement, les niveaux débutants, ça risque d'être trop facile, au sens où ça va être trop ennuyeux. Et quand vous avez un niveau intermédiaire, c'est trop flou, c'est trop vaste comme terme. C'est difficile de trouver quelque chose pile à votre niveau. Et puis aussi le fait de trouver une fois qu'on trouve quelque chose à son niveau, il faut aussi que ce soit quelque chose qui nous plaise. Donc souvent c'est le plus difficile. Une technique simple pour travailler à son niveau, souvent ça va être de réduire les quantités. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous intéresse vraiment, vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, que ce soit un livre, une série télé, peu importe, mais quelque chose une vidéo sur YouTube, ça pourrait être des vidéos en anglais ou qui ne sont pas disponibles en français, parce que c'est souvent là que la motivation se crée, c'est dans le fait de vouloir comprendre quelque chose qui n'existe pas en français. Donc trouvez des contenus comme ça qui vous intéressent, et si c'est trop difficile, réduisez les quantités au lieu d'essayer de comprendre tout un roman. Prenez par exemple une nouvelle ou un texte court que vous trouvez sur internet, et au lieu d'essayer de comprendre tout le texte, essayez de comprendre les premières phrases. Il n'y a rien qui dit qu'il faut tout comprendre dès le début. Il n'y a rien qui vous oblige à comprendre tout un texte. Si vous progressez sur quelques phrases, vous avez le droit d'y revenir par la suite. Ça vous permettra de vous exercer et d'avancer comme ça sur la langue. Ça, c'était sur le fait de passer au niveau suivant. Et enfin, pour conclure cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est comment trouver ces mots automatiquement en anglais. Alors pour ça, c'est important de revenir à un fondamental qui est que il existe un ordre naturel pour apprendre une langue, et c'est un ordre naturel que quasiment aucun adulte ne respecte, que le système scolaire ne respecte pas du tout, et pourtant il y a un groupe de personnes qui respectent cet ordre naturel, ce sont les enfants. Et c'est quelque chose que vous avez respecté en apprenant votre langue natale. Alors, cet ordre naturel, c'est de d'abord écouter la langue, ensuite seulement la parler, ensuite seulement la lire, et puis enfin l'écrire. C'est l'ordre naturel des choses, et ça a beaucoup de vertus. Je vais pas avoir le temps de m'étendre plus en détail là-dessus, mais j'en parlerai forcément.
ça a beaucoup de vertus au sens où déjà, une langue, c'est avant tout du son et du sens. Donc c'est avant tout du son. Et le son, forcément, quand on lit, alors qu'on n'a aucune idée de la manière dont se prononce correctement la langue, si on lit, on perd son temps. Donc c'est essentiel d'écouter la langue. Ensuite seulement on peut parler. Évidemment on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas tant qu'on comprend pas suffisamment de choses dans la langue. Pour parler correctement, il faut encore entendre clairement la langue, et ça vient quand on l'écoute beaucoup. Et puis par la suite, évidemment, il y a le fait de lire et d'écrire. Je vous interdis pas de lire et écrire en anglais ou quelle que soit la langue que vous étudiez dès le début, parce que souvent c'est une nécessité. Par exemple, là je suis en Russie, je suis bien content de pouvoir déchiffrer le texte, que ce soit pour les noms de rues, ou pour les menus au restaurant, ou ce genre de détails, mais ça ne doit pas être la priorité. On doit le faire quand on est adulte, simplement parce qu'on en a besoin, et que on triche un petit peu. Mais respecter cet ordre-là de d'abord écouter, ensuite seulement parler, enfin lire, puis écrire. Et l'avantage de faire ça, c'est que quand vous pratiquez déjà d'abord l'écoute et la compréhension, vous allez accumuler beaucoup de choses que vous comprenez, et une fois que vous accumulez, c'est comme des munitions. Il s'agit de faire le plein de munitions, le plein d'essence si vous voulez, le plein de matériel que vous comprenez dans la langue, et ensuite trouver vos mots sera plus simple. C'est pas automatique, c'est deux mécanismes différents de parler et de comprendre, de comprendre et de s'exprimer. C'est comme deux muscles différents, mais une fois qu'on comprend beaucoup, ça devient beaucoup plus simple de s'exprimer. L'inverse étant plus pénible, parce que si on comprend pas grand chose et qu'on essaye de parler, c'est très 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 laborieux. Voilà, c'est tout pour l'instant. Il y avait la question des films et des livres. Pareil, réduire la quantité peut aider. Une petite technique, ça peut être de déchiffrer les sous-titres. Alors je sais que ça revient encore à tricher et à lire avant d'écouter, mais décoder les sous-titres d'un film peut permettre d'identifier un peu le vocabulaire le plus important. Et ensuite, écouter le film ou le livre sera plus facile. Évidemment, encore une fois, on peut jouer sur la quantité. Au lieu de regarder un film en entier ou une série en entier, regardez des babes. Et puis un dernier point, Chris nous disait, j'ai l'impression de ne pas progresser. Et ça, c'est pas agréable comme sentiment. Mais il faut faire la part des choses. Il y a le fait de ne pas progresser du tout, parce qu'on a une mauvaise méthode par exemple, et là, évidemment, c'est essentiel de s'en rendre compte et de changer son fusil d'épaule, d'essayer de nouvelles techniques. Mais c'est important de garder en tête qu'apprendre une langue, ça prend du temps aussi. Ça prend pas des années d'apprendre une langue, ça peut se faire en quelques mois d'apprendre une langue. Les personnes qui maîtrisent vraiment le procédé peuvent avoir des conversations dans une langue au bout de 2 semaines, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je dis pas d'apprendre le chinois alors qu'on ne connaît aucune langue asiatique en 2 semaines, mais par exemple des personnes qui parlent plusieurs langues latines et qui apprendraient l'espagnol, au bout de 2 semaines, ils pourraient avoir des conversations. Donc ça pour dire que les langues, ça prend un minimum de temps, mais ça prend pas des années non plus. Là où je voulais en venir, c'est que comme ça prend un minimum de temps pour apprendre une langue, on peut avoir l'impression de ne pas progresser, alors que c'est juste que les choses sont en train de se mettre en place. Et ce qui va aider là-dessus, c'est de trouver une méthode à laquelle on fait confiance, parce qu'on a eu de bonnes critiques, parce que ça a marché pour des amis, ou simplement parce que c'est une méthode qu'on a utilisée soi-même, qu'on a mise au point soi-même, et qu'on sait qu'elle a fonctionné sur d'autres langues. Et donc, une fois qu'on a choisi une méthode, en gros, lui laisser sa chance, et je dirais, ne jugez pas de vos progrès en moins de 2 ou 3 semaines. Si vous vous attelez à une méthode, tous les jours, hein, c'est pas une fois par semaine, tous les jours, la régularité, c'est ça qui paye, c'est ça qui permet de progresser et de prendre du plaisir. Donc si vous vous attelez à une méthode, donnez-lui sa chance, grand minimum 2 semaines, au moins 3 semaines de préférence, avant de voir si vraiment elle vous fait progresser ou pas. Voilà, c'est tout pour l'instant. D'habitude, quand je réponds aux questions de lecteurs, j'essaie de donner des réponses très détaillées. Ça me prend souvent facilement 1 heure, franchement, avec les relectures. Et ce que j'essaie de faire avec les vidéos sur YouTube, comme celle-ci, l'idée c'est d'en faire davantage, c'est que ce soit un peu plus rapide à faire. Et je suis vraiment occupé au niveau du travail par d'autres projets actuellement, notamment de nouveaux produits en anglais. Mais je veux continuer à répondre aux courriers des lecteurs. Donc tout ça pour dire que les prochains seront certainement au format vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me poser vos questions. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.